Bonsoir, je suis Patrick Fontan du cabinet Maubourg Patrimoine. Je suis avec Steph Nimby, qui est le directeur international du cabinet. Donc, nous proposons ce soir de suivre un webinaire qui est organisé autour de l'immobilier et où on a quelques suggestions à vous faire pour investir dans l'immobilier et profiter de prix qui sont en baisse notable après une année 2023 qui a été vraiment très compliquée. Je laisse quelques secondes les derniers retardataires pour se connecter sur notre webinaire. J'en profite pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2024, espérant qu'elle soit riche d'opportunités en placement, et on essaiera de vous y aider. Donc le thème aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier en 2023, essayer de comprendre pourquoi il a connu une crise qui est quand même relativement profonde, de se projeter sur l'année 2024. On a dans le titre de la slide, on a mis que pour nous c'était le nadir, le point le plus bas. On pense que le premier semestre, ça va être le semestre le pire. Que la crise immobilière, on vous expliquera pourquoi, mais on pense qu'elle durera pas très longtemps, et que donc c'est une opportunité pour essayer de profiter de ce nadir pour investir et de se donner le temps d'y réfléchir. C'est le moment. Pour investir, encore faut-il avoir des opportunités. Donc nous, on vous exposera les opportunités qu'on a identifiées sur le marché, que ce soit des opportunités sur le marché résidentiel ou sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Et enfin, on essaiera de vous convaincre, si vous avez été séduit par les opportunités qu'on vous aura décrites, de travailler avec nous pour essayer de les concrétiser. Voilà un petit peu l'objet de notre webinaire. On va essayer de tenir dans l'enveloppe de 45 minutes, parce qu'après, on sait que la tension décroît. Les sujets sont un peu techniques, et on vous laissera poser des questions si vous le souhaitez à la fin de ce webinaire. Donc, je vais en profiter pour entamer le webinaire avec le premier sujet, qui est de se retourner sur l'année 2023. L'année 2023, ça a été une année qui a été noire pour l'immobilier, pas seulement en France, en Europe aussi. Aux États-Unis, c'était compliqué, mais un peu moins, et on ne l'abordera pas aujourd'hui. Donc, pourquoi l'année 2023 était aussi mauvaise? En fait, il y a une multitude de facteurs qui ont concouru pour rendre cette année difficile. Le premier de ces facteurs, ça a été la hausse du coût de construction. La hausse du coût de construction, elle est due au Covid, elle est due à la guerre en Ukraine. Et globalement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les chaînes d'approvisionnement ont été rompues après le Covid. On a constaté aussi que les chantiers ayant été arrêtés et ayant repris au même moment, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre, surtout que le marché du travail a été tendu en 2023. Donc moins de personnel, plus de salaires à payer. Et puis il y a eu une inflation au niveau des matériaux. Et tout ça a fait que le coût de construction a grimpé. Et ça a été d'autant plus douloureux pour les promoteurs que les promoteurs s'engagent sur un prix de vente quand ils vendent à l'investisseur, mais ils n'ont pas encore négocié tous les marchés de travaux avec les différents entrepreneurs. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des marges pincées, voire des marges négatives. Ce qui ne les a pas encouragés à baisser les prix de vente pour relancer la machine. Le deuxième facteur qui a contribué à ce que l'année 2023 était compliquée, et c'est le facteur principal, les taux d'intérêt ont monté fortement. D'abord parce que la Banque centrale a voulu vaincre l'inflation et a remonté les taux directeurs plusieurs fois, et durant toute l'année 2023 et avant, en fin 2022. Tout ça a conduit à un durcissement des conditions financières sur les marchés financiers. L'OAT, qui est la référence pour les emprunts long terme, puisque c'est les emprunts d'État français, l'OAT 10 ans, elle a progressé de 4% sur 16 mois, c'est énorme.
On vous a mis le graphique à côté. C'est un choc qui a été vraiment important et qui impacte toute l'économie. Les taux d'intérêt, c'est un peu le sang qui fait fonctionner le corps humain. Donc l'économie ne pouvait qu'en être affectée, et l'immobilier particulièrement. Comme les taux d'intérêt ont monté, les banques ont été impactées. Elles ont augmenté leur taux d'intérêt. Et comme vous pouvez savoir, on pouvait emprunter en 2021 entre 1 et 2% sur les durées de 15-20 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 4%. Donc pareil, le choc, il est important. Les candidats acquéreurs à l'immobilier, ben, avec la même somme, ils peuvent acheter moins grand si la charge de prêt augmente. Donc, cause majeure de problèmes pour l'immobilier. Autre difficulté, non seulement les taux ont monté, mais en plus les banques, elles sont devenues plus sévères. Elles sont devenues plus sévères parce que, pour des raisons internes à la réglementation française, elles ne pouvaient pas prêter aussi cher qu'elles le souhaitaient. Ça, c'est la législation qui a trait au taux d'usure. Comme les taux montaient plus vite sur les marchés que le taux d'usure, ben, les banques ne pouvaient plus couvrir leurs coûts. Donc, elles ont prêté moins. En plus, comme toujours, dans ces périodes un peu plus compliquées, quand ça va moins bien, les banques, elles prêtent moins. Elles ont peur, donc elles demandent des apports en fonds propres supplémentaires aux candidats acquéreurs qu'ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir apporter, donc ils n'achètent pas ou ils achètent moins grand. Et les taux d'endettement ont été durcis, notamment par la réglementation du HSCF. Donc vous savez que maintenant on ne peut plus emprunter, sauf exception, quand votre taux vos charges représentent plus de 35% de vos revenus. Donc ça peut paraître peu pénalisant sur le principe, mais les méthodes de calcul qui sont imposées aux banquiers pour le calcul de ce taux sont pénalisantes, notamment pour les investisseurs locatifs. Du coup, bah, non seulement les taux d'intérêt ont monté, mais le marché du crédit immobilier, il a chuté considérablement. Trois premières causes de difficulté, ce ne sont pas les seules. D'autres paramètres sont rentrés en ligne de compte. Bon, d'abord, la croissance économique, elle a été atone en 2023. Elle était atone notamment d'ailleurs parce que les taux d'intérêt ont monté. Il y avait moins d'essence dans le moteur immobilier, ce qui a pénalisé le consommateur immobilier, qui est le locataire, et et l'investisseur immobilier, qui est l'acquéreur. La croissance en France, elle est à moins de 1%, autour de 0,50. Elle est particulièrement atone à la fin de l'année. C'est partout pareil en Europe. Donc ça ne donne pas envie d'investir dans l'immobilier. Et ça tombe mal parce que c'est en même temps une période où les pouvoirs publics en ont assez de payer pour inciter les gens à acheter dans l'immobilier. Donc ils ont commencé à réduire les avantages qu'ils octroyaient aux investisseurs français, les avantages fiscaux pour investir en loi Pinel. Donc la loi Pinel existe encore jusqu'à la fin 2024, mais elle a été rabiotée. Et il y avait une loi qui aidait les investisseurs à acheter en location en meublé, qui s'appelait la loi Censi-Bouvard, et elle a été supprimée même avant 2023. Mais du coup, il y avait moins d'acheteurs pour défiscaliser en location en meublé. Autre impact important, c'est les réglementations environnementales. Ça joue sur le logement et ça joue sur les bureaux. Sur les logements, la réglementation impose des travaux aux propriétaires bailleurs qui détiennent des logements classés G ou F dans la réglementation thermique. Donc au début, la réglementation les contraint à ne plus pouvoir augmenter les loyers et ensuite à plus pouvoir les remettre en location, ces appartements-là. Et souvent, les propriétaires bailleurs n'ont pas les moyens de réaliser les travaux. Du coup, les biens reviennent sur le marché de l'acquisition et il n'y a pas d'acheteurs pour les reprendre. Donc on se retrouve avec un marché locatif de plus en plus stressé avec de moins en moins de logements à louer. Ça, c'est pour le logement. Pour les bureaux, la réglementation est à plus long terme. C'est à partir de 2030 que ça va commencer à faire mal. Mais les entreprises, elles ont des contraintes elles-mêmes environnementales vis-à-vis de leurs propres investisseurs. Elles se projettent aussi sur des durées relativement longues. Et la contrainte environnementale devient aussi forte
pour tout ce qui est bureau et commerce, hein, accessoirement. Donc la réglementation environnementale, ça commence à pincer aussi. Et puis ensuite, dernier facteur, c'est pas celui qui a joué le plus, mais il n'encourage pas à la confiance. Il y a de plus en plus d'agglomérations qui se soumettent à la réglementation sur les plafonnements de loyer qui avait été permise par la loi du flot dans les années 2015. Et donc, il y a de plus en plus d'agglomérations en France qui, qui, qui adoptent cette loi pour elle-même. Ça a été Paris qui avait lancé la machine avec Lille, Grenoble a suivi, et le changement des équipes municipales a donné des envies à d'autres agglomérations. Donc, il y a plein d'exceptions, elle n'est pas toujours respectée, cette réglementation, mais elle n'encourage pas l'investissement locatif. Donc, on a vu que le contexte était propice à une baisse du marché immobilier. Ça n'a pas loupé, le marché immobilier, il a souffert. Donc, ce que je vous propose pour ce retour sur l'année 2023, c'est de distinguer le marché de l'immobilier résidentiel. Schématiquement, le marché de l'immobilier résidentiel, c'est le logement. Et ensuite, on analysera le marché de l'immobilier d'entreprise, où là, on verra que ça inclut non seulement les bureaux, mais d'autres classes d'actifs périphériques. Donc, sur le marché de l'immobilier résidentiel, deux marchés à regarder particulièrement, le marché de l'ancien et le marché du neuf, ils n'ont pas bougé pareil en 2023. Et le neuf, on va le voir, a beaucoup plus souffert que l'ancien. Donc sur l'ancien, premier phénomène et premier symptôme de la crise, c'est le plus fort, une forte chute des transactions sur les marchés, et les notaires, ils peuvent en témoigner, ils licencient. Il y avait 1 200 000 transactions en août 2021 qui était le sommet. On est passé à 950 000 transactions cette année, en anticipé. La chute, elle est forte. Elle est à relativiser parce que les années 2018 à 2022 ont été quand même assez exceptionnelles au niveau des transactions immobilières. Elles ont été dopées par la hausse des taux d'intérêt, ensuite elles ont été dopées par le Covid. Donc on part quand même de points très hauts. Et ces 950 000 transactions, elles sont en nette régression par rapport aux années post-Covid, mais on revient sur des niveaux qu'on a connus dans les années 2010. Mais bon, c'est quand même, ça fait mal quand même. Les prix, ils ont naturellement baissé. Ils ont baissé puisque si les transactions ont chuté, ça veut dire qu'il y avait trop d'offres par rapport à la demande de logement. Donc les prix ont baissé, mais pas énormément. On parle aujourd'hui d'une baisse moyenne de 3%, ce qui est significatif, mais ça nous ramène juste 2-3 ans en arrière, même pas. Et en plus, cette baisse, elle a été très diverse. Elle a été notamment importante dans les marchés qui avaient le plus monté. Les marchés qui avaient le plus monté, il y avait Paris. Paris a baissé, déjà s'est calmé après la pandémie, puisque les gens rêvaient de jardin. Donc l'année 2022 n'avait pas été phénoménale, l'année 2023 a été aussi mauvaise. Donc Paris, c'est quand même l'une des seules agglomérations qui a connu 2 années difficiles. Les autres agglomérations qu'on a citées, Lyon, Bordeaux et Nantes, c'était des agglomérations spéculatives en 2021 et 2022, donc la baisse elle fait que ramener quelques mois en arrière en fait. Mais elle est sévère. On est plutôt là sur des baisses de 10% que de 3%. Les agglomérations moyennes ont diversement résisté en fonction de leur conjoncture locale. Et les zones qui ont le mieux résisté, c'est les zones les moins tendues, les zones rurales. C'est pas tellement l'effet Covid en 2020 ou l'effet recherche de la campagne qui a joué en 2023, c'est plutôt qu'on était sur des zones où les prix étaient beaucoup plus faibles, en dessous de 2 000 € du mètre carré, et où l'impact de la hausse des taux était moins fort. Donc ces marchés-là, ils n'ont pas trop souffert jusqu'à présent. On verra tout à l'heure, on attend des baisses encore significatives au début de l'année 2024, mais globalement, la baisse des prix,
elle n'est pas exceptionnelle et elle ne fait que nous ramener quelques mois en arrière. Le marché locatif, lui, bah, il fallait s'y attendre. Compte tenu de toutes les contraintes qui ont été imposées aux propriétaires bailleurs, le stock de logements à louer, il est moins important. Il y a moins de loyers, il y a moins de logements neufs sur le marché puisqu'il y a moins de ventes en loi Pinel. Il y a moins de logements sur le marché ancien puisqu'il y a les problèmes de réglementation environnementale. Donc l'offre est baisse, la demande elle est plus forte parce que les gens ne peuvent plus acheter. Et donc le marché il est tendu et on va vers une crise locative et les loyers, eux, contrairement au prix de l'immobilier, ils continuent de monter. Malgré les plafonnements. Le marché du neuf, lui, c'est plus sévère. L'année 2023, c'est une vraie année de crise. Le marché du neuf, on va l'analyser au travers de 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est celui qui se situe le plus en amont du marché immobilier, c'est le nombre de logements autorisés. C'est globalement quand le promoteur il obtient son permis de construire. Donc ce nombre de logements autorisés, qui est un signal avant-coureur de ce qui va se passer quelques mois après, il est en forte baisse. Hein. On est sur des baisses à septembre 2023, qui sont les derniers chiffres connus, de 28,3% par rapport à l'année 2022 et de 19% par rapport à la période pré-pandémique. Donc c'est des reculs qui sont significatifs, mais qui sont quand même moindres que le nombre de logements commencés. Le nombre de logements commencés, on voit qu'on est à 315 000 logements en septembre 2023 sur un an. C'est inférieur de 18% par rapport à la période de 2022, pardon, par rapport à la période de pré-pandémique. Mais surtout 315 000 logements, c'est très faible historiquement. Historiquement, le plancher sur une longue période, c'est 300 000 logements. Alors qu'on a une population qui a cru en France, hein, on est à 68 millions aujourd'hui, et on construisait au plus fort de la crise des années 90, 300 000 logements dans un pays où la France devait faire moins de 60 millions. Donc c'est vraiment, on construit pas assez de logements en fait. Hein. On construit pas assez de logements et vous remarquerez que la différence entre le nombre de logements commencés et le nombre de logements autorisés, elle s'explique par le fait que nombre de promoteurs, ils ont rangé leur dossier au placard parce que ils s'en sortent pas et parce que la demande n'est pas assez forte. Donc on va vers une crise du logement neuf. Hein. Ça se traduit comment pour le promoteur? Le promoteur, il vend de moins en moins. Ça, c'est le troisième indicateur qui permet de qualifier le marché de l'immobilier du résidentiel neuf. C'est le nombre de ventes de logements neufs. Le nombre de ventes de logements neufs, c'est quand même moins de 36% au 30 septembre 2023 et surtout moins 57% pour les ventes en investissement locatif. Donc, c'est une chute considérable. Le slide est erroné. On a écrit 999 000 ventes en 2023 en prévisionnel. Malheureusement, on ne sera pas sur 999 000 ventes, on sera plutôt sur 90 000 ventes. 90 000 ventes, on était sur 161 000 ventes en 2021. Donc c'est clair que non seulement on ne construit pas assez, mais on vend encore moins. Ça se traduit pour les promoteurs par des stocks qui augmentent. Et des stocks qui augmentent, ça fait très mal au plan financier. Donc, naturellement, la conséquence de ces 3 indicateurs, c'est que les bilans des promoteurs, ils commencent à souffrir. Hein, vous avez vu peut-être dans la presse que le plus gros promoteur français, qui s'appelle Nexity, vient de vendre son activité de syndic de copropriété à un fonds de private equity. Il a fait ça parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et parce qu'il avait besoin de cash pour payer ses dettes. Donc ça veut dire, si le plus gros promoteur commence à avoir besoin de liquidité, que la situation n'est pas bonne. Donc le marché du neuf, c'est bien pire que le marché de l'ancien dans le résidentiel. Bon, rapidement, on va essayer de voir la crise, comment elle s'est matérialisée pour le marché de l'immobilier d'entreprise. Donc on a distingué dans le marché de l'immobilier d'entreprise 2 classes d'actifs. La première, c'est les bureaux, et la deuxième, c'est les autres classes périphériques. Donc les bureaux, on a focalisé sur le marché d'Île-de-France parce que c'est quand même là où on a l'essentiel de l'investissement et de l'occupation.
Donc le marché des bureaux en Île-de-France, c'est une chute très forte des transactions. On est sur moins 50% de montant investi en moins sur un an au 30 septembre, et probable qu'on ne fasse pas beaucoup mieux à la fin de l'année, même on sera probablement en pire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande ne rencontre pas l'offre, ça veut dire que les acheteurs ne veulent pas acheter au prix qui sont proposés par les vendeurs. Donc les vendeurs, pour l'instant, ils ont le temps d'attendre, sinon il y aurait plus de transactions, et le marché, il se bloque. En parallèle, comme les taux d'intérêt ont monté, les investisseurs ils veulent plus de rendement, parce que si vous achetez avant la crise un immeuble qui vous rapporte 4% de loyer, ça veut dire que vous aviez 4% de plus que l'OAT, et quand l'OAT passe à 4, ben vous allez dire, ben moi mon immeuble, je voudrais qu'il me rapporte peut-être pas 8%, parce que je vais peut-être pas demander autant de primes de risque qu'auparavant, mais je vais demander au moins 6,5 ou 7% de rentabilité. Et le vendeur, ben, ça implique une baisse de prix telle qu'il ne veut pas vous l'accorder, il préfère garder son immeuble. Donc aujourd'hui, les quelques rares transactions qui se font, elles se font quand même avec des taux de rendement bien supérieurs à ce qu'on connaissait avant. C'est les slides, c'est les petits graphiques qu'on vous a mis en bas et à droite. Vous voyez que les taux, ils ont monté, et sensiblement. Sur le marché locatif, c'est moins compliqué. Ça résiste mieux que l'investissement. C'est un peu hétérogène. Paris s'en sort mieux, malgré le fait que les startups qui représentaient une part significative du marché ont eu des difficultés financières en 2023. Elles n'ont pas levé suffisamment de fonds. Mais globalement, Paris s'en sort bien parce que, avec le développement du télétravail, les entreprises privilégient les accès où il y a beaucoup de, enfin, les localisations où les accès sont faciles en moyens de transport. Et Paris, c'est quand même le mieux. Et en plus, les salariés en télétravail, ils préfèrent globalement se déplacer à Paris, dans des bureaux sympas, plutôt que d'aller dans des bureaux difficiles d'accès et plus ou moins modernes en première, voire en deuxième couronne. Donc, le marché locatif est difficile. Le télétravail, ça se fait sentir, mais pas trop. Il ne faut pas oublier que les bons commerciaux sont souvent à long terme, et que l'impact du télétravail il va se faire plus doucement que l'on l'avait anticipé à l'origine. Donc le marché du bureau, ce qui le traduit surtout, c'est un marché bloqué au niveau des ventes et des rendements demandés par les investisseurs beaucoup plus élevés. Les autres secteurs, on en a distingué trois qui sont ceux auxquels on fait référence le plus habituellement. Le commerce, il a fait preuve de résilience. Vous savez que le commerce, c'était le vilain petit canard en 2020 et en 2021. La pandémie lui avait fait beaucoup de mal. Le e-commerce le concurrençait très fortement. Ça se passe mieux en 2022, en 2023. Les consommateurs reviennent dans les commerces. Ils regagnent des parts de marché par rapport à Internet. Donc il y a certes eu des difficultés, hein. Vous avez vu que les commerces textiles traditionnels, il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes en 2023. C'était quand même ils représentaient des surfaces importantes sur le commerce. Mais tout ça, c'est assez. Il y a d'autres activités qui sont arrivées. Et globalement, le marché s'est stabilisé. Les enseignes, elles s'en sortent. On vous a mis le chiffre d'affaires des enseignes sur le petit graphique à côté. Alors, les hausses paraissent importantes, surtout sur les secteurs à la mode. Il faut relativiser parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation et qu'en volume, c'est beaucoup moins glorieux, et on a souvent des baisses de volume au niveau des enseignes. Mais bon, globalement, le commerce, il s'en sort. L'immobilier logistique, c'était le secteur à la mode en 2020 et en 2021. C'était même l'euphorie. Tous les investisseurs voulaient acheter des immeubles logistiques. On se retrouvait avec des immeubles qui rapportaient moins quand ils étaient loués en logistique que de beaux immeubles de bureaux en première couronne parisienne, ce qui est quand même une anomalie. Bon, globalement, c'est le reflux, mais c'est le reflux après l'euphorie, et on revient sur des niveaux d'investissement et des niveaux de loyer qui nous paraissent durables. Et on ne peut pas parler de crise, on peut parler juste d'un retour à la normale sur le marché de la logistique. Le marché, il tient.
Dernière classe d'actifs qu'on a analysée, ce dont on va vous parler, c'est ce que dans le jargon immobilier, on appelle maintenant l'hospitalité, qui regroupe pour l'essentiel l'hôtellerie et les activités de para-hôtellerie. Et le deuxième secteur, c'est la santé. Donc, l'hôtellerie, ça avait souffert en 2020 et 2021, forcément, surtout en 2020, puisque les hôtels étaient fermés. La santé, il y a eu quelques difficultés qui ont été liées à l'affaire Orpea. Mais globalement, ces marchés, ils s'en sortent. L'hôtellerie a été assez dynamique, les enseignes fonctionnent correctement. La santé, ça se porte bien, notamment parce que les investisseurs se sont retournés vers tout ce qui est résidence senior et clinique, qui sont des marchés qui se portent encore aujourd'hui correctement. Ce pas forcément les marchés où il y a le moins de risques, mais on peut dire que c'est des marchés qui ont traversé 2023 correctement. On a voulu faire un focus pour l'immobilier d'entreprise sur les SCPI parce qu'on va vous en parler longuement aujourd'hui. Et les SCPI, qui étaient le placement pépère et père de famille de ces 30 dernières années, elles ont connu une année 2023 plus difficile, beaucoup plus difficile. D'abord, la collecte a été en très forte baisse et c'est arrivé progressivement tout au long de l'année. Donc, on a commencé l'année avec une baisse raisonnable et puis à la fin de l'année, il y avait quasiment plus de collecte. Alors, il faut dire que cette collecte en forte baisse est fait suite à 2 années euphoriques, 2021 et 2022 pour les SCPI, ça avait été des années de collecte record. Mais bon, n'empêche qu'il y a plus de sous pour mettre dans la machine, ou plus beaucoup, et ça va surtout sur les secteurs qui se sont bien portés en 2023, notamment la santé. Par contre, les loyers, ils se sont tenus. Donc les SCPI, ce sont des sociétés qui détiennent des actifs immobiliers. Et les actifs immobiliers, ils ont continué à payer les loyers. C'est normal puisqu'on a vu que le marché locatif avait pas trop souffert. Donc les loyers tiennent et globalement les rendements des SCPI ils tiennent aussi à peu près. Donc la crise de l'immobilier pour les SCPI, c'est pas tellement sur les loyers, c'est sur les valorisations. Pourquoi Parce que les SCPI elles sont obligées de faire évaluer leur patrimoine 2 fois par an par des experts indépendants. Ces experts indépendants, pour valoriser un bien, ils regardent soit les valeurs de marché, soit ils appliquent une méthode un peu théorique qui consiste à capitaliser un taux au loyer normatif, au loyer du locataire qui occupe l'immeuble. Bon, le loyer, il n'a pas beaucoup bougé, mais le taux de capitalisation, il a beaucoup bougé puisque le l'OAT, qui est le taux sans risque, elle a pris 4%. Alors les experts immobiliers, ils ne savaient pas trop comment faire parce qu'il n'y avait plus de transactions qui leur servaient de point d'adossement, ou plus assez en tout cas. Et donc, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, mais comme les taux ont beaucoup monté, ça a conduit à une baisse des valeurs d'expertise. Cette baisse, elle est un peu théorique, mais n'empêche qu'elle est affichée. Et comme les SCPI doivent répercuter cette baisse sur la valeur des parts, naturellement, certaines SCPI, pas toutes, il y en a à peu près un quart, elles ont baissé la valeur de leur part. Ça veut dire quoi si les rendements baissent? Pas facialement. Ça veut dire que le loyer, le rendement facial va augmenter puisque la valeur de la part a baissé. Donc une SCPI de qualité comme Efimo qui rapportait avant 4,5, elle a baissé, je crois, de 12% la valeur il me semble que c'est 12% la valeur de sa part, mais mécaniquement, le taux de rendement, il va monter à 5,20 ou 5,30 pour les nouveaux arrivés. Donc c'est pas catastrophique parce que normalement tout ça devrait s'ajuster, mais il n'empêche que ça donne une mauvaise image du marché parce que on ne parle que des CPI dont la valeur de la part a baissé. Alors il faut bien comprendre aussi que le dernier problème qu'ont connu les SCPI en 2023, c'est une très faible liquidité sur le marché secondaire qui est due au fait que comme il n'y a plus beaucoup de collecte et qu'il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont voulu sortir en même temps du marché, on n'arrivait plus à faire l'ajustement entre la demande et l'offre des parts de SCPI. Et du coup, pour arriver plus facilement à cet ajustement, ça a incité les SCPI à revoir à la baisse, peut-être encore plus des fois que les valeurs d'expertise, pour réattirer de nouveaux investisseurs pour qu'ils retrouvent un marché secondaire un peu plus équilibré. Donc ça n'a pas arrangé les choses en fait.
Voilà, donc 2023, c'était pas bon pour l'immobilier résidentiel, surtout dans le neuf. C'était pas bon pour le bureau, surtout pour les SCPI. Et 2024, ben, au moins au début de l'année, ça risque de pas être beaucoup mieux. Mais on pense que on est proche du pire et du plus bas. Et le plus bas, c'est le nadir, et le nadir, pour nous, c'est le moment d'investir. Donc, pourquoi le marché va continuer de se dégrader probablement au premier semestre de l'année 2024? Bon, les taux, ils ont commencé à baisser un petit peu, on va le voir, mais pas les taux directeurs des banques centrales. Donc, ça pèse encore un peu sur la confiance des acteurs. On va voir aussi des ventes forcées qui vont apparaître soit sur le marché du logement, parce il y a des propriétaires qui ont attendu, et ben, à un moment, il va falloir qu'ils vendent pour des raisons personnelles ou des successions ou autre chose. Donc le marché, il va se retrouver avec une offre qui va devoir revenir sur le marché de manière contrainte. Et pareil pour les bureaux et les commerces, les banques, elles vont constater que certains des crédits qu'elles ont consentis, ils arrivent à échéance. Et il va falloir remettre des biens sur le marché. Donc ça devrait conduire à un peu plus peut-être de transactions, mais avec des prix un peu moins élevés. Donc le premier semestre, il ne va pas être fameux. Ce d'autant qu'il ne serait pas étonnant que la presse financière fasse l'écho de promoteurs et de constructeurs de maisons individuelles qui rencontrent des difficultés financières. Bon, on vous a parlé de l'exemple de Nexity, mais Nexity, ils ont juste ils n'ont juste que mettre en vente une partie de leur activité. Pour l'instant, les dettes, elles sont payées. Mais n'empêche que les stocks ils s'accumulent et on sait qu'il y a il y a des acteurs qui vont avoir des problèmes. Et puis bon, bah, comme les taux d'intérêt vont pas encore complètement s'ajuster au premier semestre, il est probable que les nouvelles expertises qui vont être réalisées en début d'année soient pas exceptionnelles et conduisent à de nouveaux ajustements sur quelques SCPI, même si on pense que l'essentiel de la baisse a été fait en 2023. Mais bon, le premier semestre, c'est pas bon, mais il y a des signaux qui nous laissent penser que on ne devrait pas rencontrer une crise comme celle qu'on a connue dans les années 90, qui avait duré de 91 à 97 quasiment. Mais on se retrouverait pour nous plutôt comme une année de 2008 où le choc avait été sévère, mais où le rebond a été aussi relativement rapide. Nous, on pense que la crise immobilière ne sera pas pérenne. Qu'est-ce qui nous fait penser cela? Ben d'abord, on pense que les taux d'intérêt ne peuvent pas rester au niveau où ils sont aujourd'hui. Et on a vu que l'inflation commence à se rapprocher des 2%, même s'il est encore un peu supérieur à 3% dans son aspect non volatile. Les marchés commencent à anticiper cette baisse des taux, puisque l'OAT dont on a parlé tout à l'heure, qui était monté jusqu'à 3,70, je crois, à la fin du mois d'octobre 2023, à la fin du mois de décembre, compte tenu des bonnes nouvelles qu'il y avait eu sur l'inflation, elle était revenue à 2,50. Donc elle s'est un peu retendue depuis le début de l'année, mais globalement, les investisseurs, ils anticipent une baisse des taux et les banques centrales, et ils anticipent que les banques centrales vont baisser plusieurs fois les taux directeurs sur l'année 2024. Ils anticipent aujourd'hui que ça se réalisera à partir du deuxième trimestre. Je n'ai pas exclu que ce soit décalé au premier semestre, au début du second semestre, pardon, mais cette baisse des taux directeurs, elle va intervenir, sinon l'économie va se casser la figure. Et si les banques centrales baissent leurs taux et si l'OAT reste au niveau où elle est aujourd'hui, les banques centrales, elles vont aussi, les banques commerciales, elles vont aussi baisser les taux des prêts immobiliers. Et comme la conjoncture sera meilleure pour acheter de l'immobilier, elles vont retrouver de l'appétit pour financer l'immobilier. Et quand les banques prêtent, ben, ça change tout. Ça veut dire que les acquéreurs qui auparavant cherchaient à acheter, n'avaient trouvé pas chaussures à leurs pieds, essayaient de se retrouver sur le marché locatif où c'était encore pire, ben, ils vont retrouver de l'appétit pour acheter et surtout des moyens. Donc on pense que ça va être le catalyseur de la reprise. Deuxième élément, on pense aussi que le marché résidentiel il ne peut qu'être porté par la demande. On a vu qu'il y avait de moins en moins de logements sur le marché locatif. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de ménages et que ces ménages doivent se loger.
Donc, dans un marché locatif qui se rétracte et qui continue à se rétracter parce qu'il n'y a pas de logement neuf en construction, les ménages ne vont pas avoir d'autre choix que d'acheter et ça devrait dynamiser le marché du résidentiel, au moins à partir du second semestre 2024. Pour l'immobilier d'entreprise, on pense aussi que les signaux sont plutôt positifs, au moins à moyen terme. D'abord, la désinflation, elle est quand même bien marquée. On était à plus de 10% d'inflation à la fin de l'année 2022. On était à 3 et quelques pourcents à la fin de l'année 2023. Peut-être que le chemin qui nous mène aux 2% sera un peu plus difficile, mais enfin, on a quand même fait l'essentiel du parcours. Et donc ça va donner un peu plus d'optimisme aux entreprises. Et il va falloir aussi qu'elles investissent, on l'a vu tout à l'heure, dans leur immobilier pour s'adapter aux contraintes environnementales et aux réglementations environnementales. Et ensuite, les économistes anticipent une croissance qui ne sera pas faramineuse en 2024, mais qui sera normalement un peu supérieure à celle qu'on a connue en 2023, surtout si les banques centrales desserrent les traintes financières plus tôt. Donc, on pense que l'immobilier d'entreprise est aussi appelé à se retourner à partir du second semestre. Ce qu'on pense quand même, c'est qu'il faut faire attention que, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le télétravail et avec les réglementations environnementales, le marché va quand même se réorganiser. Il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. Il ne faut pas trop se tromper quand on va investir sur ces marchés-là et choisir les secteurs qui vont le mieux résister. Donc voilà, pourquoi nous on pense que c'est le moment d'investir. Bon, on a le temps, hein, on a vu que ça allait être difficile encore pendant tout le premier semestre, mais c'est quand même le moment où on peut commencer à se positionner en espérant, en anticipant que les temps seront meilleurs au second semestre. Après, bon, une fois qu'on se dit c'est le moment d'investir, c'est facile, mais comment on fait pour investir? Et comment on peut profiter des opportunités qui sont offertes par cette nouvelle donne immobilière. Et donc nous, on vous propose d'analyser deux types d'investissements, l'immobilier résidentiel d'une part et la SCPI qui permet d'investir dans l'immobilier d'entreprise d'autre part. Donc on va développer ces deux thématiques. Donc l'immobilier résidentiel dans un premier temps. Nous, notre recommandation, c'est quand même de privilégier l'immobilier neuf parce que c'est celui qui a subi la crise la plus importante. Alors certes, les prix, on pourrait rétorquer que les prix sont toujours plus élevés dans le neuf que dans l'ancien, mais s'ils sont plus élevés, c'est qu'il y a une raison. C'est pas simplement parce que les promoteurs se font trop de marge, c'est aussi parce que les appartements, ils sont nickel, ils sont nickel, ils sont garantis avec la protection décennale. Donc, vous n'avez pas de travaux à votre charge pendant une période importante, pendant 10 ans. Le fait d'investir dans le neuf, ça vous permet aussi de choisir plus facilement vos locataires, parce que généralement, les candidats locataires, ils préfèrent aller dans des immeubles qui ont jamais été, dans des appartements qui n'ont jamais été utilisés, plutôt que dans des immeubles vétustes. Donc, la prime du neuf, elle se justifie. Elle se justifie d'autant plus qu'on va pouvoir négocier plus facilement les prix avec les promoteurs. Les promoteurs, ils ont un problème de stock aujourd'hui. Ils ont des programmes qui commencent à être livrés et où ils ont des logements qui ne sont pas vendus. Ça, pour eux, c'est très problématique parce que derrière, il y a des crédits bancaires à rembourser. Donc, ils ont impérativement besoin de faire rentrer du cash. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment la période 2024 où il faut négocier avec les promoteurs parce que quand ça commencera à repartir, les promoteurs, ils négocieront plus. Donc, comment on fait pour vous aider à identifier les opportunités dans le neuf? Nous, on travaille avec les grands promoteurs nationaux depuis très longtemps et avec quelques promoteurs locaux aussi, mais les promoteurs nationaux, vous les connaissez, c'est Nexity, c'est Bouygues, c'est Cogedim, c'est ICAD. Donc, on a tous leurs programmes commercialisés depuis 2017 ou 2018. Donc, on a repris tous les programmes qui ont été lancés en 2019, 2020 et 2021 et on a regardé sur ces programmes-là, ceux pour lesquels il restait encore des logements à vendre et ceux pour lesquels il y avait des logements dont la livraison était prévue en 2024. Il y en a, il y a des programmes qui ont été entièrement commercialisés, mais il y a aussi des programmes dont la commercialisation a été plus compliquée.
c'est pas toujours les logements les plus intéressants et les plus sexy dans les programmes, mais c'est des logements où vous avez un pouvoir de négociation qui est plus fort. Donc nous, on peut vous aider à identifier ces programmes si vous savez à peu près où vous voulez investir, en vous donnant le nombre de logements qui restent à vendre et la typologie des appartements. Donc attention, vous savez, vous qui habitez à l'étranger, que c'est compliqué quand on cherche à acquérir un bien immobilier à crédit. Les banques, elles sont plus exigeantes avec les Français de l'étranger. On a des accords avec les courtiers pour vous aider, mais on ne peut pas vous garantir à 100% que ça fonctionnera. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça que dans la sélection qu'on va faire, on a identifié quelques programmes, et Steph vous en parlera plus précisément, quelques programmes où le ticket d'entrée est un peu plus faible, et ce qui vous permet, si vous avez une épargne suffisante, de pouvoir vous positionner sur des montants à partir, disons, des 100 000 euros. Donc, l'immobilier neuf, ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu plus compliqué quand on rentre dans les détails. Il y a trois thématiques d'investissement. Le neuf classique, la location en meublé et la nue propriété. Donc, on a décidé de vous présenter chacun de ces trois marchés. Alors, le neuf classique, vous aurez plus de facilité à négocier parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les Français de France, ils veulent plus acheter en loi Pinel parce que les avantages fiscaux, ils sont moins intéressants. La loi a été rabotée. Donc, bah, finalement, vous qui n'avez pas tellement d'avantages fiscaux, enfin, qui n'avez pas du tout d'avantages fiscaux pour investir en France, dans le neuf classique, bah, au moins vous êtes à égalité avec ceux qui avant pouvaient payer plus cher puisqu'ils avaient des avantages fiscaux. Et nous, ce qu'on vous recommande sur le neuf classique, c'est de privilégier deux types de marchés. D'abord, la première couronne parisienne, et notamment les villes qui vont bénéficier de l'effet Grand Paris. Alors, le Grand Paris, ça a pris beaucoup de retard. Donc, au début, il y a eu un gros engouement dès que les lignes de métro et de train ont été tracées. Les promoteurs ont commencé à construire autour des lignes. Mais bon, ben, les problèmes, c'est que les lignes, elles ont pris du retard et que tout ça s'est passé un peu de mode. Mais il n'empêche que les lignes, elles vont être livrées, peut-être plus près de 2028 ou 2030 que de 2024 ou 2025, mais les opportunités restent là. Et nous, on a identifié trois zones où ça nous paraît sympa d'investir parce qu'elles sont dynamiques localement. Tout ce qui tourne autour de Villejuif, Thiers, là, c'est l'intersection de la ligne bleue et de la ligne rouge sur la carte que vous avez à côté. Toute la zone de Saclay, même si c'est difficile de trouver des programmes neufs dans cette zone-là, Saclay, pourquoi? Parce que le train arrive prochainement. Hein, si vous passez sur la 118, vous verrez le train aérien qui alimente désormais Saclay. Et puis c'est surtout le pôle où vous avez, c'est le cluster technologique de la France. Hein, où vous avez toutes les universités et les usines les plus productives qui sont en train de s'installer. Donc c'est un endroit intéressant pour du locatif. Et puis on a identifié Saint-Ouen aussi parce que Saint-Ouen c'est à côté de Saint-Denis et ça a pas mal bénéficié des constructions liées aux Jeux Olympiques et c'est plus sympa que Saint-Denis à investir. Et c'est une ville qui sont bourgeoise, donc on trouve que c'est une zone intéressante pour jouer l'effet Grand Paris. Et puis deuxième thème d'investissement dans l'immobilier neuf, c'est tout ce qui est agglomération de province qui sont stimulés par leur dynamisme économique, mais qui n'ont pas été trop euphoriques en 2021 et 2022. Donc, on élimine pour ça Bordeaux ou Lyon qui avaient vraiment trop monté. Et on privilégie plutôt Toulouse qui bénéficie de Airbus avec des carnets de commandes qui sont remplis jusqu'à 2030 maintenant. Et puis Rennes, parce que c'est un pôle télécom qui est assez dynamique et qui avait monté aussi, mais moins que Nantes. Donc voilà un petit peu dans l'immobilier classique neuf ce qu'on vous recommande. Donc pour les deux autres thèmes d'investissement dans l'immobilier résidentiel, je vais laisser la parole à Steph qui va vous parler d'abord d'un montage malin qui s'appelle la nue propriété, Steph. Tout à fait. Alors, comme Patrick l'a bien indiqué, faire l'acquisition d'un bien immobilier peut nécessiter de mobiliser des capitaux assez importants. Mais il y a la possibilité de pouvoir faire ces acquisitions avec des tickets d'entrée qui sont beaucoup plus accessibles, notamment en passant par le mécanisme de la nue propriété. La nue propriété, c'est simplement la séparation de la propriété d'un bien immobilier en créant deux parties acheteuses
le nu propriétaire et l'usufruitier. Le nu propriétaire, c'est celui qui détient donc la propriété du bien durant la période de démembrement, et l'usufruitier est la personne qui va percevoir en gros les loyers, les revenus. Alors, ce mécanisme présente beaucoup d'avantages. On va en citer quelques-uns. D'abord, un avantage important, c'est celui de pouvoir bénéficier d'une réduction importante au moment de l'acquisition du bien. Sur la page que vous voyez, on a pris un exemple avec un démembrement temporaire de 16 ans. L'investisseur peut bénéficier d'une réduction de 42%. C'est important, c'est énorme. Donc ça peut être intéressant, effectivement, lorsque on a des capitaux, en tout cas un budget limité, de pouvoir passer par ce mécanisme-là pour faire l'acquisition d'un bien immobilier. Donc ça va vous permettre effectivement de pouvoir constituer un patrimoine immobilier sans contrainte de gestion, parce que la gestion est faite par une société de portefeuille. Vous allez pouvoir à terme bénéficier de revenus complémentaires, donc à la fin de la période de démembrement temporaire, que lorsque vous allez pouvoir recouvrer l'usufruit, vous aurez la possibilité de toucher les revenus. C'est également un moyen intéressant pour protéger votre famille et optimiser votre succession. En droit français, l'usufruit rejoint la nue propriété en franchise de droit de mutation. C'est intéressant pour vous. Et c'est également la possibilité pour vous de pouvoir réduire votre fiscalité, puisque pendant la période du démembrement, vous ne touchez pas à de revenus, donc vous n'aurez pas de fiscalité. Alors, le bonus, la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous revendez l'immeuble, en fait, le prix d'acquisition qui sert de base, c'est le prix en pleine propriété et pas le prix en nue propriété. Donc, vous diminuez la plus-value latente. Alors, un autre moyen de pouvoir le faire, c'est de faire une acquisition dans les résidences de services. Les résidences de services, ce sont des biens immobiliers qui sont meublés. Ils sont gérés par un exploitant professionnel. Vous en connaissez certainement quelques-uns, les EHPAD, donc les résidences des personnes seniors. Ça peut être des résidences étudiantes, les Estudines par exemple, qui est un gros opérateur en France, et des résidences de tourisme. Alors, les avantages sont nombreux également pour ce type de biens. D'abord, vous bénéficiez d'une garantie de revenus par l'exploitant, ce qui est intéressant. Vous avez une fiscalité avantageuse parce que vous allez pouvoir bénéficier du régime BIC. Vous allez pouvoir amortir votre bien et également récupérer la TVA. Pas de souci de gestion, une fois de plus, c'est fait par un professionnel. Et donc, un ticket d'entrée, comme je l'ai indiqué auparavant, beaucoup plus accessible puisque vous pouvez investir à partir de 100 000 euros. Il y a quand même quelques inconvénients. Les inconvénients peuvent... il y en a un qui est important. Ça peut être effectivement des problèmes de solvabilité de l'exploitant. Et c'est arrivé dans l'histoire récente, notamment avec les résidences Pierre et Vacances et les Estudines pour les résidences étudiants. Donc il va falloir faire attention lors de sa sélection. Et l'autre inconvénient, c'est également le fait que vous n'aurez pas la possibilité en théorie de pouvoir jouir du bien. Voilà. Donc on a vu l'immobilier résidentiel, on vous a présenté 3 idées d'investissement, NuPro, LMNP, location meublée non professionnelle, et puis le neuf classique. Steph, l'immobilier d'entreprise, nous on le voit plutôt au travers des SCPI. Exactement, exactement. Patrick l'a longuement dit, nous sommes dans une période de crise immobilière et nous pensons très clairement que cette année 2024 peut être le point de navire, c'est ce que Patrick le point sur lequel il a insisté pendant longtemps. Nous, on pense que c'est vraiment le moment de pouvoir
en tout cas, réfléchir à prendre position dans l'immobilier. Et nous sommes convaincus qu'une façon de le faire, ce serait de le faire via les SCPI, donc la pierre papier, et pas n'importe quelle SCPI, celles qui sont investies en Europe. Et on vous dira pourquoi. Alors, la pierre papier, c'est un moyen qui va vous permettre, en fait, quand je dis vous, des épargnants, plusieurs épargnants, de regrouper leur mise et d'investir sous forme indirecte dans de la pierre. Ça va nécessiter un ticket d'entrée faible, ce qui est intéressant pour vous en tant qu'investisseur. Vous n'avez pas de souci de gestion parce que la gestion est assurée par une société de portefeuille qui, elle, est régulée par l'autorité des marchés financiers en France. Vous avez la possibilité donc d'accéder à une diversité d'actifs puisque ces sociétés de portefeuille vont aller investir dans du bureau, dans du commerce, l'hospitalité, dans des hôtels ou le résidentiel éventuellement. Et ces opérations sont dites patrimoniales et non pas de marchands de biens. Les SCPI, donc la SCPI, c'est un organisme de placement collectif qui généralement va prendre la forme d'une société non cotée en bourse et qui va détenir en direct de l'immobilier d'entreprise. La SCPI va collecter de l'argent auprès des nombreux investisseurs avec un objectif simple, celui d'acquérir et de gérer un patrimoine immobilier à la location. La SCPI va reverser à ses associés, donc vous, les futurs investisseurs, des loyers perçus. Alors, ce que l'on a constaté, parce que maintenant, cette classe d'actifs existe en France depuis près de 30 ans, on peut espérer effectivement un rendement en fonction de la qualité du parc immobilier, de la gestion qui est faite, entre 4 et 6%. Patrick a insisté là-dessus, la valeur de la part est réévaluée régulièrement parce que c'est une disposition en fait qui est prévue. C'est légal. C'est légal. Voilà. Alors, on va vous faire un petit focus sur la fiscalité, parce que la fiscalité des SCPI, c'est important. Surtout pour les Français qui habitent à l'étranger. Donc, le principe pour les Français qui habitent à l'étranger, et surtout qui habitent à l'étranger hors Union européenne, c'est que les revenus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers et qui font l'objet d'une taxation forfaitaire au titre de l'impôt sur le revenu de 20 à 30%. Donc les seuils de déclenchement du 30%, ils sont assez bas. Donc vous êtes assez facilement fiscalisé à 30%. Ça, c'est la première lame du rasoir. La deuxième lame du rasoir, c'est que l'État va aussi vous assujettir aux prélèvements sociaux. On me dirait, mais moi je ne bénéficie pas du système social français. C'est vrai, la Cour de justice européenne, elle a imposé à l'État français de ne pas assujettir les résidents de l'Union européenne aux prélèvements sociaux. Mais comme la Cour de justice européenne, elle n'a pas vocation à s'occuper des Français qui n'habitent pas dans l'Union européenne, mais les Français qui n'habitent pas dans l'Union européenne, ils continuent à être taxés aux prélèvements sociaux. Et dernière lame de ce rasoir, qui en aura trois, c'est même si elle ne concerne qu'une partie des contribuables, c'est que comme tous les actifs immobiliers, la valeur des SCPI, ça rentre pour ceux qui sont concernés dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. En tout cas pour les immeubles détenus par les SCPI qui sont situés en France. Donc sur le principe, ça rapporte pas mal les SCPI, mais ça coûte pas mal en impôts. Alors, pour adoucir ça, parce qu'en plus, le Français qui réside hors de l'Union européenne, il a aussi une administration fiscale locale. Et donc, pour adoucir quand même la fiscalité, il y a des conventions fiscales qui ont été signées par la France. Ils adorent ça, les gouvernements français. Donc, ils ont signé des conventions de non-double imposition avec la plupart des États, notamment d'ailleurs les États africains ou le Portugal. Bon, juste, on vous a signalé qu'avec la République démocratique du Congo, ça ne fonctionne pas, mais ça vous évite d'avoir à payer 2 fois les impôts. Bon, mais n'empêche que l'impôt français, il faut le payer. Sauf qu'il y a quand même une solution qui permet d'assouplir considérablement la fiscalité. Et vous comprendrez pourquoi on vous a conseillé de vous positionner sur ces SCPI-là, c'est que les SCPI qui investissent en Europe, on a appelé les SCPI européennes qui ont 0 immeuble détenu en France,
en fait, elles vont bénéficier des conventions fiscales qui ont été signées par la France, mais avec les autres États de l'Union européenne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la SCPI, elle a payé l'impôt localement avec le Royaume-Uni parce qu'elle a acheté un immeuble dans le Royaume-Uni, il n'y a pas besoin de payer l'impôt en France. En tout cas, il y a besoin de payer qu'un reliquat d'impôt en France. Et surtout, il n'y a pas besoin de payer les prélèvements sociaux. Donc là, vous vous retrouvez avec une fiscalité qui n'est pas nulle, mais une fiscalité qui est minorée et qui est acceptable. C'est pour ça que on préfère les SCPI européennes, ou on recommande les SCPI européennes à nos clients qui habitent en dehors de l'Union européenne et qui sont français. Donc voilà un petit peu pour la fiscalité et pourquoi on a fait un focus sur les SCPI européennes. Et je vais laisser Asleph nous présenter les 3 SCPI qu'on a choisis pour vous, avec une gamme avec trois SCPI. La plus grosse, en fait, la première SCPI, c'est une SCPI qui est de taille importante. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez de la visibilité. L'inconvénient, c'est qu'elle sera peut-être un peu moins agile parce qu'elle doit déjà gérer les actifs qu'elle détient. Mais bon, on en a pris une bonne quand même, hein. Et puis ensuite, on en verra une deuxième qui est intermédiaire, création plus récente, capitalisation moins importante, mais quand même, donc elle sera plus agile, mais un peu moins que la troisième SCPI qui, elle, vient d'être créée, hein, vient d'être lancée et qui a toute liberté dans sa politique d'investissement. Oui. Alors la première, c'est Quorum XL. Tout à fait, Quorum XL, une SCPI que nous aimons beaucoup. Donc, investi en Europe. Cette SCPI a été créée en 2017. Quorum XL aujourd'hui, c'est près de 47 000 épargnants et donc une capitalisation de près de 1,9 milliard. Hein, c'est bien 1,9 milliard. Essentiellement investi au Royaume-Uni et accessoirement en Pologne et aux Pays-Bas. C'est un objectif de rendement de 5%, net de frais de souscription et de gestion. C'est une SCPI qui aujourd'hui a un track record, comme le disait Patrick. Donc on peut voir que sur 5 ans, la performance qui est annoncée est en concordance avec l'objectif de la SCPI, puisqu'on est au-dessus des 5%. On est à 5,34%. Le rendement en 2022 était de 5,97. Le patrimoine est essentiellement constitué de bureaux en Europe, 56%, et le reste, c'est du commerce, toujours en Europe. Une autre SCPI que nous aimons énormément, Sofidy Europe Invest, qui elle est beaucoup plus récente que Quorum XL, créée en 2021, plus de 300 millions d'euros de capitalisation, investissement en Europe également, en majorité en Allemagne et accessoirement en Espagne et aux Pays-Bas. Donc rendement 2022, 4,65 brut, 4,3% net. C'est intéressant pour un actif qui est classé en termes de risque niveau 3 sur une échelle de 7. Alors, le patrimoine, donc c'est 49% de bureaux, 22% d'hôtels et 17% de commerce. Et c'est une société également qui a un track record, enfin, qui a une existence de près de 30 ans, qui fait partie d'un groupe, un groupe important en France qui s'appelle Groupe Tikeo. Donc, Sofidy, c'est la société de référence quand même en matière de SCPI en France. C'est elle qui a lancé Immorante, Efimo et j'en passe. Alors, une dernière SCPI que nous aimons également, qui elle est toute neuve. Le lancement a été fait là en décembre 2023 par un acteur important également du marché de l'immobilier en France, Alderan. Cette SCPI a pour vocation d'aller investir prioritairement dans l'Union européenne, mais elle se réserve le droit également d'aller regarder le marché nord-américain, les États-Unis ou le Canada, avec une stratégie d'acquisition qui est une stratégie opportuniste. Nous sommes dans une période de baisse de marché de l'immobilier. L'idée pour les SCPI, c'est d'aller vraiment saisir des opportunités éventuelles disponibles pendant cette période. Un objectif de rendement de 6% non garanti,
un objectif de tri de 6,5% sur 10 ans non garanti également. Alors, Alderan, nous aimons bien parce que c'est une société de gestion qui a lancé en 2019 une SCPI qui s'appelle Activimo, qui a cartonné littéralement, qui était dédiée à la logistique, qui aujourd'hui a une valorisation de plus d'1 milliard d'euros. Voilà, donc voilà les 3 SCPI qu'on aime bien pour investir en Europe. Il y en a d'autres, hein, mais elles nous paraissent couvrir tous les besoins que vous pouvez avoir et avec votre appétit au risque, si vous aimez les gains importants en prenant un peu plus de risques, ben, vous pouvez choisir Comet. Si vous aimez un peu plus de tranquillité avec l'assise d'un patrimoine important, vous avez Quorum XL. Et entre les deux, vous avez la SCPI de Sofidy. Voilà un petit peu pourquoi on va présenter ces 3 SCPI. Donc, pour terminer le webinaire, je vous propose rapidement que nous nous présentions, si vous ne nous connaissez pas déjà, et pourquoi il serait intéressant, si vous avez été séduit par l'exposé qu'on vient de réaliser, pourquoi vous devriez finaliser votre investissement avec nous. Donc nous, le cabinet Montbon Patrimoine, on vous a mis nos bureaux qui sont à côté de l'Arc de Triomphe, à côté, sur la photo. Donc c'est un cabinet qui existe depuis une 40aine d'années, qui est historiquement spécialisé dans le conseil aux familles, aux professions libérales, aux chefs d'entreprise. Et j'ajouterais qu'on a une deuxième marque qui s'appelle Montbon Entreprise, qui nous permet aussi de travailler directement avec les entreprises. C'est un cabinet qui est familial, qui n'a aucun rapport avec les acteurs de l'industrie financière. C'est un cabinet qui connaît bien les Français expatriés, puisqu'on on a des clients depuis 2008 dans notre fonds de commerce. On a une douzaine de personnes, donc on n'est ni trop grand ni trop petit, en tout cas on est comme nous le souhaitons. On se sent à l'aise avec cette taille-là, on ne souhaite pas être plus gros, on ne souhaite pas non plus être trop petit. Hein. Pour donner une ordre d'idée, on a à peu près 2000 clients, on a 300 millions d'actifs. Les actifs, c'est surtout des actifs d'assurance vie, et que ce soit en France ou au Luxembourg. Et on a 50 millions plus particulièrement avec les Français qui habitent là à l'étranger, et notamment, ça ne vous étonnera pas, avec des contrats d'assurance vie qui sont gérés au Luxembourg. Donc, je vous ai raconté, je vous ai montré ma bobine, là c'est juste pour que vous voyez que quand on vous parle de private equity, quand on vous parle d'immobilier, de financement ou de placement, on a travaillé, et Steph c'est un petit peu pareil, c'est pour ça aussi quand vous avez mis son CV, on a travaillé dans tous ces métiers-là longuement. Moi j'ai géré la crise immobilière pour le compte du Crédit Foncier dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans des banques de gestion de fortune et dans le private equity. Donc les sujets dont on vous parle, on les a traités longuement dans d'autres environnements. Steph, c'est pareil, il a aussi été longuement banquier privé au Luxembourg et en France, où il était senior private banker. Il a fait du private equity, on travaille avec une société qui s'appelle Thomas Lloyd, qui avait développé une offre, notamment dans tout ce qui est environnemental, me semble-t-il. Voilà, il a été banquier privé en France. Et on vous a mis aussi pour illustrer qu'on a une équipe présente au Portugal, puisqu'on a un représentant qui s'appelle Christophe Puyroland, pour ceux qui nous écoutent et qui habitent dans ce pays-là. Et on a une personne qui s'appelle Aline Souza et qui s'occupe, elle, de toutes les problématiques de couverture santé pour les expatriés, et dont l'aide est appréciée par les Français qui habitent à l'étranger, et où on a des contrats qui sont très compétitifs par rapport à la concurrence, et surtout on apporte le conseil que beaucoup de nos concurrents n'apportent pas. Juste pour finir, on est implanté à Paris, on a une filiale à Valence, et on est présent aussi à Bordeaux et sur la Côte d'Azur. On exerce tous les métiers du conseil en gestion de patrimoine. On est courtier en assurance et réassurance, et on est ainsi sous le contrôle de la CPR, et on est enregistré à l'ORIAS, qui est une espèce d'annuaire réglementaire. On est conseiller en investissement financier, ça nous permet de vous proposer du private equity, des SCPI, on en a longuement parlé, et des comptes titres où on peut vous les proposer en France, au Luxembourg, aux États-Unis. Donc ça, c'est notre étiquette conseiller en investissement financier. C'est un métier qu'on exerce sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. C'est aussi le cas de notre activité d'intermédiaire en opération de banque. Donc ça nous permet de proposer à nos clients des crédits, ça nous permet aussi de leur proposer des comptes à terme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de notre métier l'IOBSP.
C'est pareil, c'est la AMF qui s'assure qu'on ne fait pas de bêtises. Dernier métier qu'on exerce, c'est le métier d'agent immobilier. C'est pour ça qu'on a pu vous proposer des programmes dans l'immobilier neuf. Donc, on a la carte de transaction T, définie par la loi Hoguet, qui est maintenant délivrée par la Chambre de commerce de Paris. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous dire sur notre cabinet. Nous, on pense vous avez trois bonnes raisons pour travailler avec nous. D'abord, comme on vous l'a dit, on a une équipe multiterrain. Hein, on peut vous conseiller sur le private equity, sur l'immobilier, les crédits, la finance, les OPCVM, l'assurance. Steph vous accompagne localement, vous qui êtes français et qui résidez pour la plupart en Afrique et au Portugal. Et on a une équipe aussi qui est dédiée à l'assistance de Steph. Et donc, on peut couvrir tous vos besoins, que ce soit les placements, la protection sociale, tout ce qui est transmission, ce qui est un peu plus compliqué quand on n'habite pas en France. Ouais, et donc, on a une expertise pluridisciplinaire, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais on a aussi un ingénieur fiscal et patrimonial qui est assez pointu sur les problématiques internationales, et on a une personne qui est spécialisée dans les placements financiers. Vous voyez, vous avez toutes les bonnes raisons pour travailler avec nous. Je crois qu'on arrive au bout, on a été trop long, mais on savait qu'on aurait du mal à tenir la durée.